Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de 100% Éco, votre tribune de l'économie d'ici et d'ailleurs, sur Canal 2 International. Comme vous le savez, depuis pratiquement 2 décennies, l'Afrique accumule des taux de croissance économique affriolants. On se pose immensement des questions. À telle enseigne qu'on pense même déjà à l'émergence pour certains pays dans un horizon très court. Maintenant, le véritable problème, c'est que ces taux de croissance sont bâtis sur l'exploitation des ressources minérales et sur le développement fulgurant des services. Comment faire pour que ces performances remarquables sur le plan économique puissent créer le développement, créer de la richesse, créer le développement, in fine, lutter contre la pauvreté. C'est le véritable axe de l'Afrique aujourd'hui en 2024. C'est pourquoi aujourd'hui, sur ce plateau de 100% Éco, sur Canal 2 International, nous revenons sur la problématique du défi de l'industrialisation en Afrique, avec des invités triés sur le volet dont les compétences et l'expertise vont nous permettre de comprendre, de nouer le chevaux de toutes les contradictions autour de l'industrialisation. Je vais vous les présenter dans 1 minute, juste après cette transition. Bienvenue à nouveau sur ce plateau de 100% Éco sur votre chaîne préférée, Canal 2 International. Nous revenons, je disais tantôt que j'allais vous présenter les invités qui allaient m'accompagner dans ce débat sur l'industrialisation en Afrique. Le premier, je vais vous présenter, il est à ma gauche, il s'appelle Hiram Samuel Iyodi, il est ingénieur conseil, manager, et cette casquette nous intéresse, DG de Sadisuc, il va nous permettre de comprendre les défis de l'industrialisation pour un opérateur économique, pour un industriel. Bonsoir Henri-Paul, merci de me recevoir ce soir. C'est un honneur pour nous. À ma droite, nous avons Bonheur Hiol, il est diplomate, c'est quelqu'un qui n'est pas inconnu de ses fauteuils. Il était déjà un habitué de l'étape. Il est expert en question d'inclusion financière à la Banque africaine de développement. Il a travaillé avec la Banque africaine de développement dans le cadre de l'Africa Guarantee Fund et il est expert des questions économiques avec la SFI, c'est la SFI, Société Financière Internationale, qui est affiliée à la Banque mondiale. Alors, bonjour et bienvenue, Son Excellence Bonheur Hiol. Bonjour, merci de m'inviter une fois de plus pour apporter ma modeste contribution à l'industrialisation de notre continent. C'est très important, l'industrialisation. Mais avant que de rentrer dans le vif du sujet, nous allons interpeller notre chroniqueur maison, Henrik Ndé, qui va planter le décor avec cette chronique. En juillet 1989, l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, tenant la 25e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba, en Éthiopie, a décidé de faire du 20 novembre de chaque année la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Intention reprise par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1989, qui a proclamé le 20 novembre de chaque année Journée de l'industrialisation de l'Afrique. C'est dire toute l'importance de l'industrialisation pour l'Afrique, dont le principal défi est de transcender les taux de croissance des économies qui sont les plus fortes au monde pour élever sa contribution dans la production manufacturière mondiale. Ce qui permettrait à l'Afrique de sortir du piège vicieux d'exportation des matières premières, de la volatilité des prix et finalement de la vulnérabilité des économies africaines, et entraînerait le gain dans la structuration de la chaîne des valeurs ajoutée de la productivité. Ce n'est certainement qu'à ce prix que nous parviendrons à l'émergence économique synonyme d'accession au statut de pays développé et de lutter véritablement contre la pauvreté endémique. De retour sur ce plateau, nous nous tournons rapidement vers nos invités. Le premier, Hiram Samuel Iyodi, je vais lui poser la question de savoir, c'est quoi l'industrialisation? Quelle définition donne-t-on à l'industrialisation? Alors Henri-Paul, on peut donner plusieurs définitions à l'industrialisation. Je pense que la définition la plus simple à comprendre par tous, c'est que c'est un processus qui permet de produire en masse des biens de consommation à l'aide d'outils technologiques qui facilitent une productivité élevée. Dans le fond, c'est une philosophie de développement,
c'est une stratégie de projection dans le futur, c'est la capacité qu'a un pays ou une communauté à maîtriser les facteurs de production pour exploiter ses richesses localement et durablement. C'est ça l'industrialisation. La capacité pour un pays de transformer ses produits et d'exploiter ses richesses pour le développement, pour créer de la richesse, créer du développement, lutter contre la pauvreté, c'est le type de définition que vous donnez à l'industrialisation, son excellent Bonheur Hyol? Oui, l'industrialisation est la transformation structurelle d'un pays. Parce que d'un pays, même d'un continent, puisqu'on est en train de parler de l'Afrique, cette transformation touche tous les aspects qui concernent ce pays, c'est-à-dire que ce soit l'aspect politique, économique, social et culturel. Puisque derrière l'industrie se cache quelque chose de très simple auquel on est toujours en contact, ça s'appelle le travail. C'est le travail organisé d'une manière, avec une certaine intensité pour avoir un résultat bien précis. Donc, ça infuse dans tous les aspects, toutes les dimensions de la vie et ça modifie totalement la nature des rapports, non seulement entre les gens, mais aussi entre les acteurs du système économique. Mais il faut dire que l'industrialisation, par exemple, en Europe, on l'a constaté quand on lit l'histoire économique de l'Europe, l'industrialisation s'est basée sur des facteurs comme les nouvelles technologies, la mécanisation, ensuite le charbon, le commerce venu d'Afrique, c'est-à-dire produit par le coton, le tabac et tout. Chez nous, en Afrique, l'industrialisation, quels sont les facteurs de l'industrialisation? Je crois que globalement, Monsieur Hyol a bien planté le décor, les facteurs sont les mêmes. Les facteurs, c'est les richesses, c'est la maîtrise de la technologie. Aujourd'hui, la maîtrise de la digitalisation, c'est l'organisation des espaces, c'est la capacité à fournir de l'énergie, c'est le réseau infrastructurel. Je pense qu'au-delà des facteurs, ce qu'il faut questionner, puisque vous avez parlé de différents modèles d'industrialisation, ce qu'il faut questionner, c'est la philosophie de développement. L'industrie allemande n'est pas l'industrie japonaise, n'est pas l'industrie américaine. Les industries sont des outils qui viennent répondre à un besoin. Il s'agit en fait de projeter ce que sera l'espace que l'on gouverne dans le temps et d'utiliser dans l'industrie pour produire les biens dont les consommateurs auront besoin au sein de cet espace-là. Donc, chez nous, il y a des unités de transformation. Est-ce qu'il y a véritablement une pensée du développement industriel? Je crois que c'est la question qu'il faudrait se poser. S'il n'y en a pas une, qu'est-ce que nous devons mettre en œuvre pour avoir une véritable industrie africaine? Mais là, vous posez le problème déjà. Son Excellence Bonheur Hyol, quand on regarde l'Afrique, c'est vrai, comme tout à l'heure Hiram Yodi le dit, il y a des unités de production qui existent, mais ce que sous le plan industriel, c'est pas simple. Le plan industriel, c'est assez limité. Mais quand on regarde bien, que peut-on faire? Comment voit-on le contexte industriel de l'Afrique actuellement? Bon, je crois que le contexte est, pour comprendre un phénomène, il faut rentrer à ses causes. C'est-à-dire, l'industrie en Afrique remonte à très longtemps. Très, très longtemps. Je ne vais pas aller jusqu'à l'Antiquité et autres périodes où on a connu des royaumes en Afrique, où il y avait la transformation du fer et autres choses. Mais je m'en tiens à l'outil, du moins le substrat qui a été légué aux États naissants au départ des puissances tutélaires. Et quand on regarde le travail qui a été fait par les premiers régimes, les régimes pionniers en Afrique, qui ont eu la lourde tâche non seulement de préserver cet héritage, mais de le démultiplier, bon, on constate que des efforts colossaux ont été faits. Maintenant, la deuxième génération de régimes successeurs des pionniers est venu un peu en rupture, croyant peut-être apporter peut-être des connaissances que leurs prédécesseurs n'avaient pas pour impulser encore la chose un peu plus loin. Mais la conjoncture les a ramenés à la réalité. Et ils se sont retrouvés à naviguer en eau trouble
Parce que des problématiques comme la détérioration des termes de l'échange, la dévaluation du franc CFA, la crise pétrolière même, et tout ça, même parce que la crise pétrolière a eu des conséquences même on peut dire 10 ans après, celle de 1975, je dis jusque 10 ans après. Donc, ils ont eu à faire face à plusieurs types de problèmes, mais malheureusement, les réformes structurelles en termes de politique d'offre et politique de demande n'ayant pas pu être fait, tout ce qui a pu suivre ensuite se faisait dans le cadre de la libéralisation qui était la conséquence des plans d'ajustement structurel. Mais cette libéralisation a donné naissance aussi à une classe d'industriels africains qui a fait aussi l'effort de tenir la dragée haute jusqu'à présent. Et je crois que le champion toute catégorie de cette classe s'appelle Monsieur Dangote, qui montre que si un certain nombre d'éléments, à savoir la main-d'œuvre, le capital et la terre s'articulent correctement, on peut arriver à des performances comme la raffinerie qui fait la raffinerie Dangote qui fait la fierté de tout le continent aujourd'hui. Son Excellence Bonheur Yol parle de Dangote. C'est ces champions africains qu'un certain libéralisme a pu produire sur le continent. Cela pose le problème de la ressource humaine chez nous, du leadership. Alors, comment faire? Il est évident que quand on regarde la Corée ne s'est pas développée. La Corée s'est développée à travers les grands groupes comme les Chaebols qui ont produit Hyundai, Nissan. On voit chez nous en Afrique, comment faire pour que la ressource humaine, ce leadership-là soit au cœur. On a fait une émission dessus ici, mais c'est important. Moi, je veux qu'on revienne dessus. Savoir comment produire ce leadership qui puisse trouver des hommes d'affaires capables de créer de la richesse. La ressource humaine comme la ressource technologique viennent s'installer dans une infrastructure qui existe. On ne les crée pas de manière ex nihilo. Donc en réalité, comment faire? Je pense, comme je l'ai dit en propos d'entrée, la question d'abord c'est de définir ce que nous voulons être et ce que nous voulons devenir. Dans 25 ans, l'Afrique comptera 2 milliards d'habitants. Comment est-ce qu'on va nourrir cette population? Comment est-ce qu'on va la loger? Comment est-ce qu'on va lui fournir de l'électricité? Comment est-ce qu'on va lui permettre de créer de la valeur? Comment est-ce qu'on va lui trouver de l'emploi? C'est l'industrie qui va venir répondre à cette question-là. Et donc, la question de l'industrialisation va questionner également la politique éducative. Est-ce que les métiers que l'on crée aujourd'hui sont ceux que le marché demande pour pouvoir renforcer sa capacité de production en local? Ça va questionner la question de l'énergie. L'industrie est une activité énergivore. Est-ce qu'aujourd'hui, nos pays, nos États, nos communautés régionales ont la capacité de fournir de l'énergie à ces industries que nous souhaitons voir installées chez nous? Ça va questionner le point des infrastructures. Quand on a cultivé une matière première dans nos brousses, comment est-ce qu'on la déplace vers les lieux de consommation et vers les lieux de transformation? Donc, au-delà du leadership, il y a la question de la projection, j'allais dire macro, que nos États font de ce qu'ils doivent être. Et je pense que l'une des décisions clés que l'on va devoir prendre, c'est peut-être de décider politiquement, d'avoir le courage de dire que les matières premières africaines doivent rester sur le territoire. Une fois que l'on l'a dit et qu'on le projette dans le temps, on peut donc mettre en œuvre des programmes éducatifs, des politiques énergétiques, des politiques infrastructurelles qui d'elles-mêmes vont faire naître le leadership de Dangote et d'autres industriels africains. Son Excellence Bonheur Yol, je reviens encore sur le développement de ces pays, les pays de l'Asie des dragons. Vous voyez la Corée, Singapour, la Malaisie. Vous posez des questions, on dit, tout à l'heure, Samuel Yordi parlait de capitaliser sur les ressources naturelles. Donc en créant de nouvelles activités, cela renvoie à avoir du capital humain et plus tard des infrastructures. Bon, mais fondamentalement, et la Banque mondiale, l'un des premiers leviers stratégiques de la Banque mondiale pour l'industrialisation en Afrique, la Banque mondiale parle de ça. Il faut être capable de transformer ces ressources naturelles. Mais pour transformer ces ressources naturelles, il faut bien qu'il y ait, au-delà de la volonté politique, l'intelligence. Il faut qu'on ait l'intelligence. Cette intelligence nécessaire. Moi, je pense que, ramenons la question
à son essence. Oui. Le but ultime de l'industrie, c'est le développement. Ça veut dire, en termes clairs, le bien-être économique Voilà. de tous, partout et au même moment. Donc, pour obtenir le bien-être économique de tous, partout et au même moment, on est obligé déjà d'avoir un leadership visionnaire et transformationnel. Bon, maintenant, ça veut dire aussi que on doit répondre à une question très importante. Est-ce que on développe nos pays pour nos citoyens, ou on développe nos citoyens pour qu'ils développent notre pays? Exactement. Parce que quand vous soulevez un cas comme moi je prends un cas comme le Japon. Quand le Japon est rasé, sort de Hiroshima et Nagasaki, la question que les Japonais se posent, c'est développer le Japon. Doit-on développer le Japon pour les Japonais, ou développer les Japonais pour qu'ils développent le Japon? Parce qu'on se rend compte que nos États font des efforts colossaux. Nos États ne sont pas inertes, ne sont pas attentistes. Non, nos États sont ils sont proactifs. Mais si vous faites beaucoup d'efforts dans la mauvaise direction, bon, on aura l'impression que vous ne faites rien du tout. Et bon, parce que la question j'ai parlé de 3 facteurs de production. La main-d'œuvre, la terre et le capital. Je crois qu'ils sont incontournables, mais ils sont aussi interdépendants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez avoir le capital, vous avez l'équation capital égale terre plus main-d'œuvre. Si vous voulez avoir la main-d'œuvre, vous êtes obligé de faire main-d'œuvre égale terre plus capital et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que quand vous avez 475 000 km² comme le Cameroun, personne ne se figure que en réalité, c'est 475 milliards de mètres carrés. Bon, si c'est 475 milliards de mètres carrés, comment est-ce que moi, État, je peux assurer le développement, la transformation d'une surface aussi immense? Quelles que soient mes ressources, je dois me démultiplier. Si je dois la logique veut que je me démultiplie, puisque j'ai un territoire à occuper et une mission à remplir. Comment je vais me démultiplier? Je vais me démultiplier par l'intermédiaire de ma population. Parce que ma population est dans tous les endroits sur tout le territoire. Maintenant, l'outil que je vais utiliser pour cette démultiplication s'appelle la commune. Bon, la commune prise pas comme administration, mais comme gouvernement local. C'est-à-dire à chaque endroit du territoire où il est question de faire de la transformation. Puisque quand je vais me rendre à Guimeta, par exemple, pour faire une usine, je ne peux pas être en même temps à Guimeta pour envoyer toutes mes ressources sur Guimeta et encore rentrer à Yaoundé ou m'arrêter à Douala pour résoudre des problèmes. Non, je dois avoir mon interlocuteur à Guimeta qui m'assiste, qui m'accompagne jusqu'à ce que je monte mon espace, que je recrute des gens, bref, que je trouve tout ce qui peut tout ce dont j'ai besoin sur place. Ça voudrait dire aussi que l'État industriel est un État composé. Ça veut dire il a les caractéristiques de la fédération et il a en même temps les caractéristiques unitaires. Exactement. Pour pouvoir, partout où les gens vont se trouver, apporter à répondre, que ce soit en termes d'offres ou de demandes, aux besoins des gens là où ils se trouvent. Parce que si on reste dans la logique d'un sommet, même pas d'un centre, d'un sommet qui n'est même pas à ras le sol, qui diffuserait le développement comme on infuse un solvant dans l'air, ça ne pourra pas marcher, quelle que soit même la capacité, la bonne volonté même de ce sommet. Ce n'est que
en démultipliant les ramifications, que ça soit les quartiers, que ça soit les villages, que il faut que partout ce gouvernement local là soit disponible pour que l'élan, puisque quand je prends ma décision, je viens avec ma vision, je veux créer l'État industriel. Si je veux créer l'État industriel, est-ce que je vais faire avec l'enseignement général? Non, pas parce qu'il est mauvais mais parce que j'ai une priorité que je me suis donnée. Donc, même les ressources de l'enseignement général, je les mets à l'enseignement technique. Maintenant, quand j'ai pris ces ressources-là, je sais que pour ce que j'aurais besoin comme ouvrier ou agent de maîtrise, je peux produire. Est-ce que j'aurai Polytechnique à un seul endroit? Non, je n'aurai pas Polytechnique à un seul endroit. Je vais démultiplier Polytechnique parce que je veux l'État industriel. C'est ça que je veux créer. Je vais le démultiplier. Et tous les écoles qui sont du même ordre, je vais les diffuser partout, de telle sorte que partout où on a besoin de produire, c'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire, parce que le bon Dieu a béni le Cameroun de telle sorte, comme s'il répartissait les œufs dans une alvéole. Donc, partout, je dois me trouver et je change totalement mon approche en misant sur la subsidiarité. Hiram Samuel Yodi, vous, en tant qu'ingénieur conseil, vous avez travaillé sur beaucoup de projets en Afrique, notamment pétroliers. Dites-moi, lorsque son excellence Bonheur Yola parlait de développement local, la Banque mondiale, dans ses leviers stratégiques de développement en Afrique, d'industrialisation en Afrique, parle justement de ce développement, de ce capital humain dans la transformation des ressources. Mais vous, comment vous appréhendez ça? Est-ce qu'il n'y a pas, tel que présenté par son excellence Bonheur Yol, on peut faire tous les pays comme le Japon, ici des pays comme le Japon, mais le Japon, a une grosse expérience étatique, hein, d'État industriel, c'est l'ère Meiji, c'est-à-dire l'ère des transformations. Nous, nos États sont assez jeunes, donc c'est pas évident. C'est vrai, vous allez me dire que 60 ans, c'est beaucoup, on a le temps de vieillir en 60 ans, mais nos États sont suffisamment encore jeunes. Est-ce qu'on aura la capacité de nous développer dans les 20-30 ans? Absolument. De s'industrialiser? Absolument. Je pense que il s'agit pas d'envoyer une fusée sur la Lune, même si le mot industriel ou industrie peut souvent renvoyer à des schémas technologiques relativement complexes. Monsieur Yol a dit quelque chose de fondamental en parlant de développement local. Il a dit que l'industrie, c'est une sorte de pyramide à étages. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut la concevoir. La première des choses, pour le cas un peu de notre pays, le Cameroun, nous avons 58 départements, 360 communes. Chacune de ces collectivités territoriales la regorge d'une ou deux richesses spécifiques. Donc, il faut concevoir la mairie comme une sorte de gestionnaire de projets industriels. La mairie identifie les richesses que nous avons sur le territoire local, identifie les types de transformations dont on aura besoin, transacte avec les porteurs de capital, donc les Camerounais qui ont de l'épargne de manière individuelle, les gros industriels ou les membres de cette communauté-là, va donc se porter caution pour la terre auprès des banques, lever des financements, créer des partenariats avec les communes d'autres pays africains et pourquoi pas étrangers, et donc suivre et superviser les projets industriels. La logique qui voudrait que l'ensemble de la structure industrielle soit pilotée uniquement à partir des capitales politiques ou économiques de notre pays ne nous permet pas d'exploiter de manière optimale le potentiel que nous avons. Et ça, il suffit de ce changement structurel-là, de ce changement philosophique pour qu'en 20 ans, nous transformions le cas du Cameroun ou même notre sous-région, la CEAC, en une usine à ciel ouvert. Donc en fait, pour moi, c'est d'abord une question de décision politique, d'acceptation de devoir repenser complètement notre schéma de création de valeur et de confier aux collectivités l'autonomie. Il a parlé de gouvernement, mais l'autonomie économique, financière qui leur permettra de porter elles-mêmes les projets industriels qui correspondent aux richesses que l'on trouve sur leur territoire. Ah, là, c'est très important. On revient toujours sur le point du développement local. C'est très important. Mais, justement, la Banque mondiale, sur un autre aspect, parce que j'ai lu à tête reposée ce rapport, insiste aussi sur un autre aspect, c'est les marchés stratégiques, les partenariats stratégiques avec les marchés, les continents qui sont à côté. L'État, est-ce que le continent, peut être dans le cadre de la ZLECAf,
dans le cadre des entités promues par le plan de Lomé, le plan de Lagos de 81, est-ce qu'on peut créer des partenariats, on peut envisager des partenariats stratégiques avec des marchés, des continents qui sont à côté, qui sont mitoyens, qui sont voisins, pour se développer? Naturellement, l'exportation est une modalité de l'industrie, une modalité de l'économie. Mais moi, j'insiste, je continue sur ma lancée en disant que on ne peut pas construire une maison sans la fondation. Ce n'est pas possible. Parce que je crois que avec tout le respect qu'on doit à la Banque mondiale et autres, ils ne sont pas africains. Ils ne sont pas africains. C'est pas une critique, mais c'est pour dire que il y a un problème de perception de la réalité. C'est-à-dire, avant d'arriver, parce que quand on parle de l'État industriel, qu'est-ce qu'un État industriel? C'est un État qui a élaboré, organisé et fonctionne en 4 niveaux. L'État local, l'État régional, l'État national et l'État international. Bon, ce dont la Banque mondiale et les organisations internationales se préoccupent, concerne l'État international. Ce dont moi je suis en train de parler, je parle d'abord de l'État local. Parce que quand vous avez fait le travail de fondation, vous allez savoir que combien de millions d'or Bomono vend à Bonabéry. À Bonabéry. Voilà. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Si vous êtes à Bonabéry, je prends un exemple même concret. Nous avons 4 millions d'enfants à l'école primaire. Ça, c'est l'État qui nous le dit. S'il y a 4 millions d'enfants à l'école primaire et que nous prenons la décision, ce n'est pas une histoire de Banque mondiale ou quoi que ce soit, c'est nous qui sommes là. Nous prenons la décision que chacun de ces enfants va avoir 3 plateaux repas par jour. C'est-à-dire un petit déjeuner, le déjeuner et son goûter. Un plateau goûter. Ça fait 3 plateaux repas. Vous pensez que quand vous prenez les 4 millions multipliés par 3, on est déjà à 12 millions de plateaux. Bon. Pour faire les 12 millions de plateaux. Oui, jours. De plateaux jours. Pour faire les 12 millions de plateaux jours là, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de la tomate qui est faite quelque part à livrer en conteneur ailleurs. On est en train de parler d'une ginseng qu'il faut faire en quantité industrielle pour aller satisfaire, pour aller livrer ainsi de suite. Maintenant, quand on a la maîtrise des flux au niveau local, parce qu'on a réarticulé, on a doté tout le monde, on a capacité tout le monde, et tout le monde est entré dans le jeu plus ou moins, on va donc maintenant au niveau régional. Toujours dans le même territoire. Je parle de l'Afrique en général parce qu'on a plus ou moins les mêmes cartographies. Ouais. Je parle de l'Afrique en général. Après, on vient au niveau régional. Le niveau régional va agréger déjà la fondation. Ça, vous avez le niveau régional, c'est les murs. Il sait déjà que je peux avoir, si j'ai besoin de matière, ou de fourniture, je les prends au niveau local et je peux déjà travailler pour livrer. Si je suis par exemple au littoral, je peux travailler pour livrer quelqu'un qui est à l'est ou qui est même hors du Cameroun, pourquoi pas, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas un problème au niveau de fourniture. Idem pour celui qui est national. National, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces opérations concernent plusieurs régions dans le pays. C'est lui maintenant qui va jouer dans le dernier niveau de jeu qui est l'international dont la Banque mondiale parle. Bon, la Banque mondiale est dans son rôle, mais c'est un rôle macro à l'échelle mondiale. Donc, quand elle voit local, elle voit ce que moi j'entends par l'État international à l'échelle de nos nations. Nos nations dans le continent. Mais maintenant, l'autre projection est la suivante. Quand on parle industrie, on parle
j'ai dit que l'industrie, c'est le travail. Le vrai nom de l'industrie, c'est le travail. Ce n'est pas autre chose. Parce que ça est un peu complexe. Faut rendre les choses vraiment très simples. C'est le travail. Mais le travail, là, c'est les métiers. Justement. Bon, la classification des métiers, qui est universellement et totalement déployée ailleurs. Parce que ces pays-là, donc, que vous avez cités, les pays d'Asie du Sud-Est, les pays d'Amérique latine et autres, ils sont entrés dans l'alphabet, là, après avoir erré comme nous, après les années 60 et tout. Ils ont vite appris l'alphabet, là, ils se sont rattrapés. Il faut entrer dans la classification des métiers. Comment? En se disant que sur un territoire national donné, on s'assied tous et on dit Dibombari fait les chemises, Bomono va faire les chaussures, ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun aura donc une activité monopolistique dont l'autre a besoin. Et en se mettant donc les uns les autres à jouer ce jeu, et les modèles éducatifs vont se greffer sur tout suit le reste parce que on a fait des choix. Au niveau local, ce match-là va commencer. Les champions locaux vont naître. Ces champions locaux-là vont donner naissance à des champions régionaux. Ne vous inquiétez pas. Et les champions régionaux, là aussi, eux-mêmes vont générer des champions nationaux. Mais j'insiste, quand vous avez donc fait les métiers, il faut quoi? Il faut les produits et les services. Parce que les métiers là font quoi? Les métiers là font les produits et les services. Il faut les acheminer. N'est-ce pas? Bon, tout cet enchaînement-là dont on est en train de parler se fait où? Il se fait sur la terre, non? La terre dont on parlait. Quand vous prenez les bulletins d'émission pour les emprunts obligataires, qu'est-ce que l'État camerounais dit? L'État camerounais dit aux souscripteurs que notre gouvernement s'appuie sur le code napoléonien et la loi anglaise. Mais le droit coutumier est où? Parce que si vous n'avez pas le droit coutumier, notamment le droit coutumier foncier, si vous n'insérez pas en troisième position, parce que tous ces droits-là se confondent. Si vous n'insérez pas en troisième position, vous allez faire l'industrie comment? Quand vous allez venir dans toutes ces localités, elles sont régies par quoi? Par le droit coutumier foncier. Vous voyez là où ça coince? Donc, j'embraye un peu le pas par rapport aux aspects comme climat des affaires, inclusion financière et autres, qui nous demandent de changer de paradigme. Changer de paradigme comment? Nos États ont déjà quand même eu dans la vague de décentralisation qu'il y a quand même un peu partout en Afrique, compris que les communautés, les collectivités, qu'elles soient villageoises ou décentralisées, territoires décentralisés, doivent participer au développement. Mais en tant qu'agent économique, ça veut dire que le 40-40-20, c'est-à-dire 40 pour l'État, 40 pour les collectivités et 20 pour les communautés que l'État du Cameroun applique. Le cas échéant, quand les investissements industriels doivent être faits, doit être une règle de base, par laquelle on commence avant d'arriver à l'autre aspect. Parce que si vous allez dans la zone cacaoyère et que vous voulez produire du chocolat, vous allez être confronté. Vous avez vu dans le document, ah oui, code napoléonien, loi anglaise, mais on n'a pas mis droit coutumier foncier. Vous allez coincer. Oui, rapidement, Hiram Samuel Yodi, le gros obstacle dans la création, dans l'intégration de nos économies dans la chaîne des valeurs, pour contourner l'obstacle des infrastructures. Parce que les infrastructures sont au cœur, en fait, de notre inscription dans la chaîne des valeurs. Absolument. Il y a un problème. On nous dit la révolution technologique peut nous faire traverser. Il y a un terme qui est appliqué aujourd'hui, 4.0. La révolution technologique 4.0 peut nous permettre de rattraper le gap de la déficience des infrastructures et nous retrouver dans le cercle vertueux de la chaîne des valeurs. Est-ce que vous pensez que cela soit possible? Oui, parce que je pense que je vais rebondir un peu sur ce que M. Riol a dit. C'est en fait le fait de créer des pôles de compétences locaux qui permettent de développer les métiers de la recherche scientifique.
Donc, un petit point sur la Banque mondiale et sur les institutions financières. Je crois qu'on parlera un peu du financement de l'industrie. Il faut comprendre la logique qui a amené à la création de ces institutions-là et le mode de développement qu'elles défendent, qui n'est pas forcément celui de l'Afrique. Donc, même si ce sont nos partenaires avec qui nous devons continuer de transacter, il va nous falloir créer un mode de développement industriel qui diffère des logiques, je ne vais pas dire qu'on veut nous imposer, mais qu'on nous conseille. Et dans ce sens-là, je souscris totalement à la logique de développement local qui va favoriser le financement et le développement de compétences de manière extrêmement simple. Une fois que l'État a procédé à un recensement et à une répartition des différentes richesses en fonction des collectivités territoriales et qu'elle a alloué les moyens publics, les investisseurs privés viennent se saisir de cette opportunité-là. Et comme on l'a dit, si on décide de faire le tissu, les pantalons à bon moment, nous créons une école à tous les niveaux, collège et l'enseignement supérieur, pour faire le tissu, pour créer les pantalons, pour faire des chemises. Cette école-là va avoir un centre de recherche qui va être financé par l'opérateur industriel qui vient créer l'usine. Et donc, on va pouvoir transformer, mais aussi réfléchir à un nouveau modèle numérique, technologique, mécanique qui va permettre d'optimiser et d'augmenter la productivité de cette industrie-là. Donc, le seul moyen de s'en sortir, ce qu'on dit sur le textile est valable sur la banane plantain, sur le oil and gas, sur le fer et sur d'autres plans. Vous parliez tout à l'heure de la ZLECAf. On va avoir le même problème. Comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser les potentiels de nos pays s'il n'y a pas une logique de développement intégré? En Afrique centrale, je vais prendre le cas du fer. Le Cameroun produit du fer. Le Congo-Brazza produit du fer. J'élargis à la CEAC. Le Congo RDC produit du fer. Probablement que la Centrafrique va bientôt s'y mettre. Ça fait là 4 pays d'une même communauté économique régionale qui produisent la même ressource. Tous ces 4 pays-là exportent leur fer. Aucun d'entre eux ne le transforme localement. Si on ne met donc pas en place des mesures, d'abord avec une décision politique, qui nous oblige à garder nos ressources localement, et donc de développer des industries qui, elles, vont financer la recherche, à quel moment est-ce qu'on va pouvoir faire ce bond technologique-là? Dans le fer, dans le pétrole, dans les mines, dans les minerais, dans le textile, dans le bâtiment. Donc, en réalité, il nous faut transformer complètement notre manière de nous projeter dans le futur. L'Afrique, c'est 30% des réserves minérales, minières, pétrolières du monde. Ça ne peut pas être seulement 2% de la transformation industrielle. Il nous faut garder nos richesses localement, créer de la valeur ajoutée. Et l'un des éléments de cette valeur ajoutée-là, c'est donc le développement des métiers et le développement de la recherche technologique. Mais il y a un autre aspect qui est fondamental, c'est celui du climat des affaires. Ah oui, tout le monde met le doigt là-dessus. Comment faire pour attirer les investisseurs? Quand l'ONU dit s'est penchée sur les problématiques d'industrialisation en Afrique, elle a retenu 4 principes. Elle a retenu le leadership politique, elle a retenu la coordination entre le secteur privé et le secteur public, elle a retenu la stratégie et ensuite la mesure de l'impact. Voilà les 4 principes que l'ONU dit, sur lesquels l'ONU pense qu'on doit travailler pour booster le développement de l'Afrique, le développement industriel de l'Afrique. Mais revenons sur le climat des affaires. Le climat des affaires est dépendant à 90% du leadership politique. Puisque selon la vision, la stratégie et le plan que le leadership politique a en place, toutes les autres mesures, réformes, actions, projets, initiatives, directives, instructions et autres vont seulement aller nourrir la vision, la stratégie et le plan en place. Quand on prend le cas de notre pays, puisque nous sommes au Cameroun en train de parler de l'Afrique, on aurait attendu que quand on parle de la vision 2035, qu'elle soit intégrée dans notre corpus légal. Ça veut dire que on prend une loi, vision 2035, qui organise tous les efforts, on l'a fait avec la planification pendant tous les efforts qui organise tous les efforts qu'on est en train de faire, quel que soit le domaine où on est en train de partir. Parce que là, on sait que on est en train de bâtir un nouveau pays industriel. Puis ce pays émergent en termes économiques, ça veut dire nouveau pays industriel. Un nouveau dragon. Non, nouveau pays industriel est précis. Maintenant, ce qu'on attend ensuite, c'est qu'un décret soit pris
par rapport à la SND, que la SND 30 soit dans le cadre d'un décret présidentiel, n'est-ce pas, qui permet que, quelle que soit l'action qui va être menée, évidemment, liée à la fameuse, qui soit carrément même le texte d'application de la fameuse loi Vision 2035, de telle sorte que on ne puisse pas agir ou poser les actes ou bien imaginer ou bien prendre les initiatives en dehors de ce cadre réglementaire. Et ensuite, que tout ce qui est planification entre dans le cadre d'un arrêté présidentiel une fois de plus, pour que c'est-à-dire que tous les efforts qu'on fournit soient alignés. Pourquoi? Parce que le Cameroun est signataire avec la plupart des pays du monde des objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable sont basés sur les principes les principes de l'ONU pour la gouvernance efficace. Ces principes-là se résument en 3, c'est-à-dire l'efficacité, la responsabilité et l'inclusion. Quand vous arrivez donc maintenant à l'inclusion, l'inclusion demande automatiquement des notions comme la subsidiarité. C'est pour ça que je disais, la subsidiarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le local commande l'action gouvernementale. Ça veut dire que si on a à résoudre un problème à Bobok 2, c'est le maire de Bobok 2, chef du gouvernement local de Bobok 2. Absolument. Je parle de l'ONU. Je suis juste en train de transcrire. Qui prend les décisions. Voilà, dont les décisions vont s'imposer pour la simple et bonne raison que il est sur place. On part du principe qu'il est compétent et que les ressources et les moyens lui ont été transférés pour le faire. Je vais chuter. Quand vous parlez de climat des affaires, on se rend bien compte que la question de la gouvernance tient toute la chose. Quand les Cameroun Business Forum se sont tenus, qui était en face? C'était les membres du gouvernement. C'est le gouvernement, c'est pratiquement les 2 tiers du gouvernement qui s'étaient rendus disponibles. Bon, mais maintenant, quelle gouvernance on est en train de demander dans ce contexte? On parle de la gouvernance multiniveau. J'ai parlé de l'État international, État national, État régional, État local. Ah oui, c'est très important. J'étais en train de réfléchir sur les notions, sur les différentes strates, les strates de l'État que vous avez. Hiram Samuel Yodi, votre casquette de manager nous intéresse. Quand on parle de mesures incitatives pour favoriser l'investissement industriel, dites-nous, vous en tant qu'homme d'affaires, que ressentez-vous? Quel est votre vécu avec le corpus? Déjà, je n'aimerais pas m'abroger le qualificatif d'homme d'affaires. Je suis chef d'entreprise. Parce que j'estime que l'homme d'affaires, c'est l'investisseur qui est mon patron, qui lui a mis les moyens en jeu. Vous êtes la face visible. Je n'ai pas pris la face visible. Tout à fait. Je suis le manager qui organise les opérations pour lui donner le résultat qu'il attend. Et je pense qu'on a parlé du climat des affaires. On a suffisamment débattu sur la structuration, la gouvernance du territoire. Il y a 2 éléments clés pour l'investisseur en direct. Il y a la question de la justice et la question de la fiscalité. Parce que ces 2 questions-là concentrent l'essentiel du risque. Quand on met son argent quelque part, c'est pour que ça produise des dividendes en retour. Quand nous sommes dans des environnements, et c'est pas exclusif au cas du Cameroun, dans des environnements où souvent c'est la loi du plus fort qui prime, quelle est l'assurance que l'investisseur a d'avoir un retour sain du risque qu'il a pris? Et il en va de même pour la fiscalité. Je vous l'ai dit, pour le cas des industries, le Cameroun capte à peu près 45% des revenus en termes de recettes. On m'opposera le fait que c'est pas le pire sur le continent africain, ce qui est vrai, c'est pas le pire, mais dans la réalité, ce n'est pas une organisation et une architecture fiscale qui va aller encourager le développement d'une activité industrielle. Pourquoi? Les retours sur investissement des activités industrielles, généralement pour les industries lourdes, on va au-dessus de 10 ans. Pour les industries de taille moyenne, comme la plupart de celles qu'on a, on va aller au moins autour de 7 ans. Donc, quand vous investissez votre argent, vous allez attendre 5, 6, 7 ans pour retourner votre investissement. Dans ce genre de structuration, vous avez besoin d'avoir le maximum de souffle
pour pouvoir récupérer votre argent et le réinvestir et poursuivre le développement de votre activité industrielle. Quand l'État vous capte 45% de vos revenus, ça ne met pas les industriels en position de pouvoir réinvestir et faire grandir leurs unités de production pour satisfaire la demande du marché. Et deuxièmement, comme j'ai dit, il faudra une réforme foncière. Il faudra une réforme foncière profonde. Au Cameroun, on nous a dit que le titre foncier est un document, un titre immuable. Quand un ministre, à lui tout seul, peut avoir le pouvoir de faire sauter une garantie comme le titre foncier, ça devient un facteur très inquiétant pour les investisseurs comme ça. Bonheur Riol, dites-nous comment, en parlant de la captation des investissements en Afrique pour favoriser l'industrialisation, comment on peut concilier les impôts locaux, l'État lui veut les impôts locaux pour faire marcher la machine de l'État, et de l'autre côté, il y a ces entreprises qui ont besoin, c'est Hiram qui disait, d'un peu de souffle. Tout à fait. Comment concilier les deux? Comment parvenir à une sorte de modus vivendi fiscal qui puisse permettre à tout le monde de trouver son compte? Je pense qu'on est en plein dans la problématique de l'État industriel telle qu'elle se pose en Afrique subsaharienne au XXIe siècle. Ça veut dire que les questions de gouvernement local au sens de gouvernement à 3 branches. Ça veut dire la branche exécutive, la branche législative et la branche judiciaire. Ça veut dire que les 10 fonctions du gouvernement qui sont répertoriées dans la classification des fonctions du gouvernement qu'utilisent l'OCDE, le FMI et tous les sont disponibles partout sur le territoire, parce qu'il y a un problème de partout sur le territoire et en même temps. C'est-à-dire que quand on revient au point, le problème des objectifs de développement durable, parce que n'oublions pas dans quel contexte on évolue, on va se rendre compte que il y a un leitmotiv qui revient, ne laisser personne de côté. Quand on a dit ne laisser personne de côté, ça veut dire que par rapport à cette problématique-là, pour concilier les différentes parties prenantes, ça se fait d'amont en aval, mais d'aval en amont aussi. Ça s'appelle la décentralisation descendante, celle qui est appliquée aujourd'hui, et un peu partout en Afrique, parce que voilà, on parle de l'État vers les populations. Mais il y a aussi la décentralisation ascendante qui n'existe pas encore, qu'on ne voit pas du tout, mais donc il y a des frémissements par-ci, par-là, qui, elle, part des populations vers l'État. À savoir, nous sommes 50 ici dans cette collectivité villageoise, nous voulons une commune. Quelle est la modalité pour créer cette commune? En faire un agent économique et interagir avec tous les autres. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, je dis bien que pour atteindre l'objectif ultime, qui est le bien-être économique, c'est-à-dire la production du bien-être, parce que si on n'est pas d'accord sur l'objectif ultime, on parle de plusieurs choses en même temps. S'il faut produire le bien-être économique partout, ça veut dire que on n'a plus nécessairement le rapport avec un État central qui est interlocuteur partout. Non, on a le gouvernement local qui est notre interlocuteur là où on va mettre notre unité de production. Qui, en captant les recettes, va donc construire les routes, les hôpitaux. Voilà. Où la démultiplication doit se faire normalement. Mais dans un contexte, là je précise, de gouvernance multiniveau. La gouvernance multiniveau, elle siège au niveau central, mais elle se déploie sur toute l'étendue du territoire et à toutes les strates de l'État. C'est-à-dire que le fameux, parce que la notion même de recherche, d'attirer les investissements. Bon, attirer les investissements directs étrangers, attirer d'abord les investissements locaux. Parce que si vous n'êtes pas actif dans votre espace, je dis tout simplement actif dans votre espace en tant qu'investisseur, le Camerounais qui a appris que Bobok 2 est devenu une commune, ça veut dire que Bobok 2 aura 100 millions de budget, puisque c'est la dotation actuelle. Si Bobok 2 a 100 millions, Bobok 2 aura probablement besoin d'une boulangerie. Bon, je vais faire la boulangerie là-bas.
Bon, Bobok 2, bon, à un moment donné, mais il faudra même une pharmacie. Ainsi de suite, ainsi de suite. Hiram Samuel Iodi, pour terminer avec vous, je voudrais demander quel modèle pour vous? Moins d'État, faire exploser le talent des Camerounais dans une structuration décentralisée, moins d'État, ou bien beaucoup plus d'État, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire qu'il y a un libéralisme décentralisé comme son Excellence Bonheur Hiol semble le recommander, mais derrière, avec un concept étatique fort, c'est-à-dire une sorte de dirigisme étatique planifié. J'allais dire un bel équilibre entre les deux. Je rejoins parfaitement dans le sens macro ce que M. Loyol a dit sur la nécessité d'avoir un modèle endogène. Il faut se concentrer sur soi, mais je vais même plus loin. Il parle de libéralisme décentralisé ou déconcentré. Moi, j'ai parlé lors de notre dernier échange de fédéralisme économique intégré. C'est véritablement le modèle qu'il nous faut. Il faut un État fort dans son rôle de régulateur. En dotant les collectivités de tous les outils dont elles ont besoin pour devenir des véritables pôles de supervision, voire de création d'activités économiques. Mais il faut que l'État laisse les citoyens mettre en œuvre leurs énergies pour créer de la valeur et pour créer de la richesse. Donc, en réalité, c'est là où les richesses se trouvent qu'on devra les transformer. C'est là où les citoyens se trouvent qu'on devra les former. C'est là où il se trouve qu'on devra les doter en moyens technologiques, techniques et humains pour atteindre le meilleur de leur potentiel. L'Afrique, ce sera, je le dis encore, 2 milliards d'habitants. C'est un marché suffisamment vaste pour que, pour le moment, nous nous concentrions d'abord sur notre capacité à doter ces 2 milliards d'habitants-là d'énergie, d'eau, d'électricité et de biens de consommation courante. Quand on aura passé ce cap, on pourra réfléchir à des partenariats comme l'Éthiopie avec la Chine pour peut-être devenir la nouvelle usine du monde. Mais devenons d'abord l'usine de l'Afrique. Je pense que c'est cela la priorité. Madame, monsieur, vous avez compris. Merci Samuel Hiram Iodi. Je rappelle que vous êtes ingénieur conseil, manager, directeur général de SADISUC, et votre expertise et votre expérience en tant que manager, vous voulez pas être appelé homme d'affaires, nous a permis de comprendre un peu les défis. Tout cela nous a permis de comprendre les défis qui se posent à l'industrialisation de l'Afrique aujourd'hui. Merci Son Excellence Bonheur Hiol, vous êtes expert en stratégie des questions d'inclusion financière à la Banque africaine de développement, notamment dans le projet AFAWA, voilà. Et PDG de Ratio International. Ouais, j'ai oublié de le dire comme la dernière fois. Veuillez m'excuser sincèrement. Vous avez notamment travaillé avec la Banque africaine de développement dans le cadre du projet Africa Guarantee Fund. On travaille très important. Voilà. Et aussi, vous êtes expert des questions économiques à la SSI, Société Financière Internationale, qui est une filiale de la banque, la filiale financière de la Banque mondiale. Merci infiniment pour votre présence et votre expertise. Vraiment, vous deux aussi, vous avez été si importants, ô combien spéciaux pour que l'Afrique comprenne ce que c'est que le défi de l'industrialisation. Merci Henri. Pas plus que notre hôte. Merci infiniment. Madame, monsieur, merci de nous avoir écoutés. Mais on se donne rendez-vous à la prochaine édition. Ce sera un grand plaisir que de vous recevoir dans le cadre de 100% Éco, la grande tribune de débat de l'économie d'ici et d'ailleurs sur votre chaîne de télévision préférée, Canal 2 International.